Bonjour et bienvenue au Musée de la Civilisation. Je suis Françoise Guénette. La série Bouleversement essaie de tirer les leçons de la pandémie du coronavirus. Jusqu'à quel point notre rapport à la société, à la culture, à la nature, à la politique sera-t-il transformé par cette crise planétaire? Nous sommes maintenant au printemps 2021 et ce 4e épisode de la série vous propose une discussion sur l'économie, plus précisément sur l'économie québécoise qui a été bousculée par la pandémie, tout comme l'économie mondiale, bien sûr. Alors, est-ce que c'est l'occasion de revoir nos modèles économiques, de choisir des modes de production et de distribution plus verts, plus équitables, de modifier nos comportements de consommateurs, mais de travailleurs et de travailleuses également, de repenser les services publics de façon à réduire les inégalités sociales et à mieux traiter certaines catégories de la population, comme les personnes âgées? Alors voilà, encore une fois, deux points de vue. D'abord celui d'un expert, un économiste, et celui d'une femme de terrain, une jeune entrepreneure de Québec. Rejoignons-les. Alors, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vais vous présenter d'abord Alain Dubuc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et auteur, actuellement professeur associé à HEC Montréal. Mais vous avez été auparavant éditorialiste et chroniqueur à la presse, aussi éditeur au Soleil. C'est bien ça? C'est ça. Je m'arrête là. Sarah Baribeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésiologue de formation et propriétaire de Boujotte et Placotine, qui est une entreprise de Québec qui offre des entraînements personnalisés aux jeunes mères. Voilà, Exactement. avant et après la naissance. Alors, Sarah, j'ai envie de vous demander d'abord, où en était votre entreprise au début de la pandémie, il y a 1 an à peu près, en mars 2020? En fait, on était en pleine activité. Nous, on a 3 succursales dans la région de Québec qui offrent entre une trentaine, quarantaine de cours par semaine. Donc, on était au tout début d'une nouvelle session qui débute début mars, habituellement. Puis, j'ai 2 franchises aussi, une à Sherbrooke, une à Montréal. Donc, on lançait là, une nouvelle session quand tout ça est arrivé. Donc, tout allait bien, l'entreprise était bien, en expansion pratiquement, et là, tout s'est arrêté brutalement. Vous avez dû, alors on va y revenir là, Oui. revoir un peu vos modes de fonctionnement. Alain, vous avez écrit peut-être à ce moment-ci l'an dernier, mais ça a été publié l'été passé dans la revue Gestion, un texte assez optimiste, ma foi, quant à l'après-pandémie. Et à ce moment-là, à cause de 4 facteurs précis, vous disiez que l'économie québécoise allait bien s'en sortir. Est-ce que vous aviez raison? Oui, j'avais raison, mais j'ai eu peur à l'époque parce que j'ai écrit ça très tôt dans la pandémie et j'avais l'impression de marcher sur de la glace bien fine. Et l'idée que j'avais, c'est que j'étais un peu agacé par les médias qui disaient les pires pertes d'emploi depuis 1929, c'est qu'on battait tous les records, mais c'est tellement différent comme situation que ce qu'on a pu connaître dans d'autres récessions que les comparaisons n'aurait pas dû être faite. Et le fond de l'affaire, c'est que les récessions, ça arrive quand une économie est malade. Le système financier marche pas, le système de production marche pas. Là, l'économie allait parfaitement bien. C'est que c'était pas une économie malade, c'était une économie fermée. Et mon hypothèse, moi, c'était que si c'est fermé, quand on réouvre l'économie, ben ça repart. Et c'est ce qui s'est produit. Puis l'autre élément qui s'est vraiment avéré salutaire, c'est que le Canada a garoché des dizaines de milliards dans l'économie. En fait, pomper de l'argent. Et donc, les pertes de revenus des gens ont été largement compensées par une injection de fonds. Donc, on a gardé notre pouvoir d'achat comme consommateur. Oui, surtout les gens qui avaient des revenus plus fragiles, qui étaient donc les plus vulnérables, ont eu du pouvoir d'achat. Et le choc que j'ai eu, c'est quand j'ai vu qu'on était en train de battre des records de construction de piscines au Québec. Et une récession avec des piscines, ça n'existe pas. C'est qu'on était dans un autre univers, il fallait regarder les choses avec un œil différent et ne pas plaquer notre expérience du passé. En fait, c'est ces 2 éléments-là qui me permettaient c'est surtout ceux-là qui me permettaient d'être optimiste. Puis en fait, c'est ce qui est arrivé. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les impacts seraient aussi différents selon les catégories de population. Il y a des gens qui sont passés à travers ça sans à peu près aucun impact, sauf des impacts psychologiques, familiaux. Oui. Mais il y a des groupes entiers de population qui ont été vraiment massacrés.
Et c'est lié à des secteurs de l'économie. Évidemment, on le sait, il y a des qui secteurs qui ont été frappés brutalement, là. Je pense au tourisme, à l'aéronautique, à la restauration et à la culture. Beaucoup de services personnels aussi, les coiffures, ces choses-là. Et donc, tout ce secteur-là, comme c'était fermé, ça a été la catastrophe. Et en plus, dans ces secteurs-là, on trouve souvent des travailleurs très vulnérables, du temps partiel, des gens qui ont moins de formation. Donc là, ça a été vraiment un choc terrible. Et ailleurs, il y a des millions de Québécois qui ont continué à vivre leur vie comme si à peu près de rien n'était, sauf le confinement, puis le pas le droit de voir ses enfants puis de mettre des masques. Oui, parce qu'au fond, ce que vous dites, c'est que les fondements de l'économie québécoise et canadienne étaient solides et que les institutions, les banques, les gouvernements, les finances publiques sont restés solides également. Tout a fonctionné parfaitement, c'est qu'il suffisait encore maintenant, on le voit, on pèse sur le piton pour repartir un secteur en disant, vous n'êtes plus confinés et le retour à la quasi normal se fait assez vite dans bien des domaines. Oui, mais il y a quand même des domaines qui ont été vraiment très, très mal menés. Alors vous, comment ça s'est passé pour vous, Sarah? À ce moment-là, tout s'arrête, vous ne pouvez plus offrir vos cours personnalisés dans les lieux des franchises ou dans vos lieux à Québec. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? En fait, on est vraiment allé comme une bouchée à la fois. On a vraiment la chance d'avoir une clientèle... on avait comme du capital de sympathie. T'sais, nos clientes là, étaient déçues pour nous aussi, étaient déçues de ne pas avoir accès aux services. Donc, on est vraiment allé une bouchée à la fois, une étape à la fois. Donc, on les avertissait parce que les gens, nous, s'étaient inscrits à 8 semaines de cours. Donc, on leur avait dit, inquiétez-vous pas, vous perdrez pas votre argent. On va juste y aller une étape à la fois. On va commencer par... tranquillement faire des vidéos d'enregistrement. Donc, on a commencé en enregistrant vraiment là, des cours en ligne et tout ça, mais rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop de travail aussi faire du pré-enregistré. Donc, on a décidé de se tourner vers les cours en ligne. Puis, ce qui était vraiment un avantage pour nous, c'est qu'on a dit, voilà, on vous donne accès illimité aux cours en ligne jusqu'à temps qu'on sache ce qui se passe un petit peu plus. Donc, on a eu une clientèle qui était déjà acquise à quelque part, qui était déjà disponible pour tester un peu nos cours en ligne. Donc, ça nous a permis, puis on avait aussi, je dois le dire, là, on avait que des inscriptions en ligne, un site Internet qu'on pouvait adapter, qu'on pouvait modifier. Je suis devenue très proche de mes programmeurs web à ce moment-là aussi. Tu sais, on a exploré, mais on est devenu assez efficient rapidement, ce qui a fait en sorte que notre clientèle a répondu. Puis quand on a su qu'on n'allait pas réouvrir pour un certain temps, je peux dire, on a vraiment proposé, on a utilisé notre capital de sympathie, on a proposé à nos clients d'écouter. C'est sûr que nous, un remboursement, ça nous fait mal. On préfère vous donner des crédits ou si vous les avez suivis un cours en ligne, on va vous donner, tu sais, on leur a fait faire un cache-couche en échange. C'est un cache-couche pour vos bébés et un petit crédit. Puis ça a vraiment bien répondu. Puis à partir de là, à partir de mai, on a commencé uniquement nos cours en ligne, une nouvelle session. Et là, on espérait que les gens l'essayent puis vraiment s'inscrivent parce qu'ils avaient déjà payé pour la session de mars-avril. Donc là, mai, c'était comme un renouveau. Et puis, on a vraiment... depuis ce temps-là, mis 100% de notre énergie dans tout ce qui est nos cours en ligne. Oui. Donc, des cours en ligne en direct. Exactement. C'est bien ça. Et ça multiplie le nombre de femmes qui peuvent suivre les cours en même temps. C'est déjà l'avantage, un des avantages. Pour nous, c'était important que ça soit en direct parce que ça fait partie un peu de notre ADN, d'avoir accès à un kinésiologue spécialisé en périnatalité, de pouvoir, on est proche de notre clientèle, pouvoir répondre aux questions. Et là, ben, l'air de rien, il y avait un monde qui s'ouvrait à nous. Donc, ça nous a vraiment surpris, mais on a eu des femmes des Îles-de-la-Madeleine, on avait une fille qui habitait à Boston, une Québécoise qui habitait à Boston, une fille de San Francisco. Donc là, on a vu tout d'un coup un potentiel immense pour du démarchage pour les franchises, mais aussi pour juste se faire connaître. Puis on a décidé de essayer de prendre une part de marché sur les cours en ligne en périnatalité. Donc pour nous, ça a été incroyable au début. On avait 50 mamans connectées à un cours. On avait une vingtaine de cours par semaine. Donc, je suis vraiment heureuse aujourd'hui, là. On a vraiment eu une belle clientèle fidèle. Puis le bouche à oreille en ligne, c'est fait, je pense. Ah oui. Mais vous aviez déjà au départ la réputation de l'entreprise. Ça faisait déjà quelques années que des femmes vous connaissaient à cause des cours. Vous aviez déjà un site web
efficace, si je comprends bien. Exactement. Premièrement, ça fait presque 9 ans, c'est ça que l'entreprise est ouverte. C'est sûr que ça nous a permis de nous positionner. On était déjà mature, déjà organisé. J'ai une équipe avec moi en administration, au niveau des communications aussi. Fait que ça, c'est sûr que ça nous a aidés. Et le fait, je réfléchissais à ça, le fait d'avoir un site Internet qui est fait sur mesure, on a pu être plus agile et l'adapter rapidement aussi. Donc, on avait investi dans un site Internet fait pour nous, sur mesure, avec des inscriptions en ligne, des chats là, à l'interne pour pouvoir parler à notre clientèle, des blogs et tout ça. Donc, c'est sûr que pour nous, ça a été un gros coup de pouce. Donc, vous allez continuer cette expansion en ligne. Est-ce que vous allez revenir à des cours en présence dans les lieux, par exemple à Québec, dans les 3 lieux que vous aviez déjà? C'est sûr que oui. Je nous considère presque comme un besoin essentiel. On accueille les femmes enceintes puis les mamans à partir de 2 semaines postnatales pour les accompagner dans leur rééducation. Notre entreprise, c'est aussi pour contrer l'isolement, ce que présentement les femmes en congé de maternité trouvent extrêmement difficile. C'est génial en ligne, mais pour certaines, le côté social et humain est vraiment important. Donc, c'est sûr et certain. Et je pense que il va avoir une très grande réponse quand on va pouvoir réouvrir nos portes. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit, Alain Dubuc, cette expérience-là? Parce que voilà une petite entreprise de l'économie de service. Alors, un secteur où on a vu tellement d'entreprises menacées, en danger. Qu'est-ce que ça nous dit quand une entreprise réussit à se virer de bord comme ça, au fond? Ça nous dit 2 choses. Les crises sont génératrices de progrès et sont aussi destructrices. Et là, c'est un peu de la sélection naturelle. Et il y a du hasard, il y a des gens, c'est pas de leur faute, leur secteur est vraiment plus ciblé, puis on n'y peut rien. Mais que souvent, ceux qui tombent sont ceux qui n'étaient pas prêts à changer, ou qui étaient fragiles, ou qui étaient mal gérés, qui étaient mal ciblés, et que les gens qui sont agiles, ça c'est un exemple, et qui maîtrisaient les outils qui sont à la base de la transformation de l'économie qu'on voit, de la numérisation et tout ça, ceux-là, on peut s'en tirer ou profiter d'une situation même. Oui. Donc, il y a des gens même qui, souvent, dont la situation actuellement est meilleure qu'elle était il y a 1 an parce que le monde a changé, puis ils ont été capables d'occuper un créneau. Et ce créneau, est-ce que c'est d'abord le numérique, c'est d'abord la révolution numérique qui se trouve accélérée par la pandémie? Beaucoup, parce que comme ce qui caractérise la pandémie, c'est l'incapacité de se voir et de s'approcher. C'est tout qui nous permet de faire les mêmes choses à distance. Donc, ça peut être la communication, ça peut être le commerce en ligne, ça peut être des sites comme ceux-là qui permettent de poursuivre les activités. Et dans les entreprises, même manufacturières qui traînaient, qui étaient encore un peu plus traditionnels, qui vont devoir se battre plus pour garder leur place. Encore là, ça va être ce même genre d'outils-là qui vont être déterminants pour savoir qui va bien s'en tirer puis qui va souffrir. Donc, on va voir une accélération aussi de l'automatisation ou de l'usage de l'intelligence artificielle dans les entreprises, dans plusieurs secteurs? Beaucoup. Intelligence artificielle, c'est lié au progrès de la technologie. L'automatisation, ça répond à un autre problème qui est très étrange, qui est le fait que le Québec, en pleine crise, avec du chômage, souffre de beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. C'est qu'on a selon le secteur, et cette pénurie de main-d'œuvre-là ne peut pas être compensée uniquement par la formation et le déplacement des gens d'un secteur à l'autre. Il va falloir aussi remplacer des humains par d'autres types de moyens. On n'en sortira pas. Si on ne fait pas ça, on va vraiment stagner sur le plan du développement. Donc, on est à une époque de transition un petit peu accélérée ou, c'est ça, catalysée un peu par la pandémie. Qu'est-ce que ça vous dit comme jeune entrepreneur? Qu'est-ce que les gens de votre génération devront faire pour s'adapter? Je sais que vous êtes en discussion ou en formation avec d'autres entrepreneurs de la région, là, Sarah Baribeau. Tout à fait. Pour revenir aussi, moi, dès le début, je disais, ça va accélérer tout. Donc, les entreprises qui allaient plus ou moins bien, ben ça va accélérer leur fermeture. Celles qui ça allait bien, ça va peut-être accélérer. Puis, ça a permis quand même la pandémie, justement, comme moi, j'offre des cours en ligne, mais juste pour dire, je vais continuer, c'est certain. Mais ce que j'ai fait pendant la pandémie, d'offrir des cours en ligne, pour moi, même si c'est difficilement rentable,
qu'offrir les cours en ligne présentement, c'est pour amener une nouvelle source de revenus quand je vais réouvrir. Donc, il y avait une question aussi de dire, il faut que je passe à travers la pandémie, mais quand je vais réouvrir, je vais avoir plusieurs sources de revenus différentes aussi. Donc, je m'attends à une croissance de mon entreprise dans les années qui vont suivre. Pour les nouveaux entrepreneurs, je pense qu'il faut prévoir différentes sources de revenus. Ça a vraiment été ma réflexion, c'est de dire, on peut pas juste miser sur, voici, ça va être quoi mon service, c'est ça et c'est tout. Il va falloir que les entrepreneurs soient agiles, sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Je pense que il faut absolument qu'ils soient un petit peu plus, diversifiés dans leur offre pour pouvoir justement passer d'un service ou d'un produit à l'autre. Je pense que c'est sûr, être agile avec les technologies, là, ça va être un essentiel. Donc, l'économie en ligne va continuer de s'amplifier. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, que les consommateurs vont garder ces comportements-là après la pandémie? Qu'on va continuer d'acheter en ligne, de s'éduquer en ligne, de s'entraîner en ligne? Est-ce qu'on est parti pour ça, là, Alain Dubuc? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime le mot accélération, qui est plus juste que celui de révolution. C'est que les choses auraient dû changer de toute façon, c'est juste qu'on le fait plus vite. Mais qu'il y a aussi des tendances lourdes qui existent, ou des tendances, des réalités fondamentales. Et l'une d'entre elles, c'est que les êtres humains sont des êtres sociaux. C'est que, oui, il y a des choses qui vont se faire en ligne quand elles sont pratiques, puis elles n'impliquent pas d'affect. On peut commander, je sais pas moi, une Switch ou un gradateur en ligne, mais il y a beaucoup de choses. Ou enfin, il y a tellement d'objets. C'est quand même mieux de pouvoir essayer les chaussures avant de les acheter, puis de mettre le manteau sur le dos, de parler à un vendeur ou une vendeuse quand il s'agit d'équipements sportifs, d'avoir des contacts avec les kinésithérapeutes et pas seulement à travers l'écran. Tout ça, c'est que cette soif de contact, et c'est ce dont les gens ont le plus souffert dans cette crise-là, c'est l'isolement. À ce moment-là, je pense que il va y avoir on le voit d'ailleurs, dès qu'on rouvre les commerces, on ouvre les centres d'achat, ça prend pas beaucoup de temps avant que les gens s'y rendent. Et donc, je pense de ce côté-là, il va y avoir un redosage qui force les entreprises, surtout celles qui sont en commerce, à avoir des services en ligne, mais que c'était déjà installé cette histoire-là de savoir que il fallait être en ligne pour être capable mais que le contact humain va faire que dans bien des cas, il va y avoir un certain retour à la normale. Parce que on est des humains, puis c'est ce dont on a souffert, c'était d'être séparés de nos proches. Oui. Mais restons sur l'aspect consommation. Est-ce que la pandémie, en nous ramenant chez nous et à des besoins essentiels parfois, va faire de nous de moins grands consommateurs? Est-ce que cette tendance à la surconsommation dans nos sociétés va être un peu atténuée par cette année de privation un petit peu? J'ai rien vu. À part le pain à domicile, puis l'accumulation de papier de toilette au début de la pandémie, que les gens consomment un peu moins parce qu'ils ont moins d'occasion de consommer. On ne fait pas de voyage parce qu'on peut pas, mais on fait pas de voyage, donc on s'est acheté un vélo de route, ou encore un trainer pour faire du vélo en sous-sol. Les gens consomment. Et donc, et même ont compensé l'espèce de tristesse de leur vie quotidienne, de privation, par la consommation. Je veux dire, Amazon, le nombre de gens qui ont passé combien d'heures dans une semaine sur des sites à pitonner pour essayer de trouver des ventes. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de déclic, d'éveil si profond que ça chez les gens dans leur rapport avec la consommation. Continuons sur les comportements, parce qu'on pourrait regretter qu'il n'y ait pas eu cette réflexion-là un petit peu sur l'achat local, par exemple. Hein? On a essayé de vendre avec le panier bleu que le gouvernement a institué, ce site qui n'est pas transactionnel, mais qui servait à favoriser les commerçants québécois. Est-ce qu'on va avoir tendance à acheter plus localement? Est-ce qu'on va avoir tendance à encourager l'économie plus québécoise? J'ai une amie qui a un commerce pour enfants et elle a dépassé ses objectifs depuis le début de la pandémie de ses ventes en ligne. Et je pense, je suis peut-être naïve aussi, que ma clientèle, par exemple, les mamans, oui, se sont peut-être plus tournées vers des magasins locaux, même si elles achetaient en ligne plutôt, par exemple, de se tourner vers Amazon. Moi, j'ai l'impression que oui, je pense qu'il y a peut-être un souci d'encourager le commerçant local,
Mais une sorte de solidarité économique. J'ai l'impression que oui. Peut-être, je sais pas dans leurs actions, mais peut-être dans la réflexion. Je sais pas s'ils passent à l'action. Faudrait voir, hein, mais moi j'ai l'impression que les gens vont vouloir encourager un petit peu plus, que ça les a touchés aussi de voir autant de commerçants peut-être devoir fermer. Moi, je pense que les mots-clés, c'est un petit peu plus. C'est que oui? ça a piqué une chose. C'était un peu d'ailleurs étrange parce que ça a commencé avec l'indépendance alimentaire et un peu médicale. Puis, or, on n'était pas menacé dans nos approvisionnements, donc il n'y avait pas de raison de dire... On l'était pour les masques et pour les produits médicaux pour les produits médicaux, ça, c'est sûr. Ça, on a été vraiment très dépendant de tout le monde. On avait pour l'alimentation? Mais pour l'alimentation, moins. Mais ça a cliqué là-dessus, et c'est pas mauvais. Mais ce que ça donne, ça donne des réflexes, mais qui, en général, s'orientent vers des gestes de consommation de proximité. La petite boutique. Des jouets, des choses pour enfants. Peut-être des fournisseurs, c'est-à-dire qu'on va aller à la pâtisserie ou à la boulangerie du coin plutôt que... Et aussi pour tout ce qui est l'alimentation, mais encore là, dans l'alimentation, ça touche énormément l'agriculture c'est les légumes puis les fruits, un peu la viande. Mais c'est encore là, ça change rien pour le blé, pour ces choses-là. Ça change pour les petites choses. Et c'est très bien comme réflexe. Puis les gens vont peut-être manger mieux. Oui. Mais cela dit, ça n'a pas d'impact, à mon avis, économique majeur, même si sur le plan social, c'est extrêmement positif. Un autre comportement qu'on a quand même observé, c'est le télétravail, le rapport au travail des individus et le fait que les sondages le confirment. Il y a une majorité de gens qui veulent continuer de travailler en mode télétravail, mais en mode hybride peut-être, 3 jours à la maison, 2 jours au bureau, des modèles comme ceux-là, ce qui fait que les bureaux des centres-villes sont très vides. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, vous le constatez aussi? Moi, c'est sûr que j'ai une clientèle qui sont des femmes et des mères. Fait que c'est sûr qu'en période de maternité, quand les enfants sont jeunes, le télétravail, quand les enfants vont à l'école, pas le télétravail quand les écoles sont fermées, c'est vraiment d'une grande aide. Au niveau de la conciliation, travail-famille, pouvoir gérer un peu la maisonnée, moi, j'ai vraiment vu beaucoup de femmes qui retourneront pas en arrière, qui sont vraiment contentes de pouvoir faire un peu d'hybride aussi. Je pense que ça va perdurer, mais je crois que les gens, ils ont ralenti. Ça les a poussés, autant les entrepreneurs, tout le monde a ralenti un peu, puis avoir un regard un peu sur leur vie. Puis j'ai l'impression que ça va jouer sur les consommateurs, de dire « je veux peut-être pas retourner à aller porter les enfants à la garderie à 7h15 parce qu'il faut que je sois au travail à 8h puis revenir à 6h, puis tu sais, les genres de roulement de course, exactement. Oui. Je pense en effet qu'il y a des gens, en tout cas des catégories de la population qui ne voudront pas retourner en arrière, avoir de la négociation, je pense. Est-ce que les employeurs vont suivre? En partie. La souplesse dans les conditions de travail, ça devient un élément important. On est en pénurie. En pénurie, ça veut dire qu'il faut garder son monde. Et donc, il faut que les gens soient heureux au travail. Et on le voit d'ailleurs dans d'autres domaines. On l'a vu pour les employés de CHSLD, pour le personnel enseignant. On veut améliorer le bien-être des travailleurs. Et donc, de ce côté-là, ça va jouer un peu. D'un autre côté, la rétention des employés repose aussi sur la cohésion des équipes, puis l'interaction. Et il y a beaucoup de pertes. Il y a une grosse perte pour les entreprises et les employeurs, que ce soit une université ou que ce soit dans le secteur public. Le fait de ne pas être ensemble morcelise, ça atomise les équipes. Ça ne permet pas les échanges, ça ne permet pas la formation. Il y a des inconvénients, mais par contre, est-ce que la productivité des entreprises a diminué de façon qu'on puisse évaluer? Je pense qu'on ne peut pas l'évaluer, mais je soupçonnerais que c'est le cas. Ouais. Que les gens sont mieux dans leur peau, mais travaillent moins. Et surtout, il y a des dynamiques de créativité et d'échange qui sont pas comme avant. C'est qu'il va y avoir, bien sûr, plus de travail, de télétravail, mais jusqu'où ça va aller dans la réorganisation des entreprises et des lieux de travail, honnêtement, j'en sais rien. Et des rapports de force entre employeurs et employés. Et puis aussi, l'autre élément... Parce que les lois du travail vont peut-être être modifiées, forcément aussi. Peut-être, ça serait bien. Puis, donc, il va y avoir des pressions comme celle-là qui sont positives, mais il y a aussi l'autre élément dont je parlais plus tôt pour la consommation, c'est le caractère social de l'être humain. Ouais. Et il y a un plaisir au télétravail, mais il est limité dans son étendue par ce désir qu'on a
vivre avec les autres. Oui. C'est que c'est comment tout ça, c'est des plaques tectoniques. Puis on comment va trouver un nouvel ça équilibre, j'imagine. Mais la grande question, n'importe quelle crise, et ça a été le cas au moment de la Deuxième Guerre mondiale, force les changements sociaux, les changements politiques, les changements économiques. Et là, beaucoup de gens, des voix s'élèvent pour dire, on a quand même une crise économique mondiale, même si notre économie se porte relativement bien, mais avec des secteurs, évidemment, des gens qui souffrent beaucoup. Est-ce que c'est pas le moment de relancer d'une façon plus verte notre économie et plus inclusive également? Est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer d'arriver avec des modes de production et de distribution plus respectueux de l'environnement et de façon à niveler un petit peu les inégalités sociales de ce qu'on voit? Cette crise-là n'a pas la force et l'ampleur, nous marquera pas comme la dernière guerre nous a marqué. Et il y a eu des morts, mais en général, c'est des morts qui vivaient dans l'isolement, dans des résidences spécialisées. Donc, c'était pas comme perdre son fils sur le front. Et donc, il y a tout ça. Les gens ont vécu des privations pendant 5 ans de guerre. Là, on a eu du mal à aller au magasin quand on voulait. Je veux pas minimiser, mais je crois pas que c'est suffisant en soi. Ce qui permet cette réflexion que vous soulevez, c'est que pour faire la relance, les gouvernements sont prêts à mettre des centaines de milliards sur la table. Ce qu'ils ont fait, le fédéral surtout, bien sûr. Oui. Aux États-Unis, le Canada s'apprête à le faire. Et là, l'idée, c'est de tant qu'à injecter 100 milliards, pourquoi pas le faire d'une bonne façon. Et ce qui a changé, c'est que aussi le type de crise qu'on a, avant ça, c'était des crises où l'économie ralentissait, puis on disait, c'est pas important ce qu'on fait. Il suffit d'injecter de l'argent pour que ça fasse partir la machine le plus vite possible. Et ça donnait invariablement les infrastructures, les bulldozers de béton. Mais là, on a une crise où l'économie est pas par terre, mais où certains secteurs sont mal pris et certains groupes de la population sont mal pris. C'est très comme par hasard, les femmes, les travailleurs au bas de l'échelle, les jeunes. Les jeunes, moins les femmes. Au Québec, la courbe, les femmes ont retrouvé leur taux d'emploi. Les jeunes sont massacrés, et les minorités sont massacrées. Et donc, il y a des secteurs qui sont touchés. À ce moment-là, ça sert à rien de jeter de l'argent de façon aveugle pour aider tout le monde, y compris ceux qui en ont pas besoin, notamment les travailleurs de la construction. Il est aussi bien de cibler. Donc, de travailler au lieu de faire comme d'habitude avec les bulldozers, de travailler d'une part sur les parties de la population qui sont affectées. Donc formation, la solution, c'est pas éducation, d'investir dans de grands travaux d'infrastructure, dans le béton et tout ça? Sauf s'ils sont utiles. Et pour que l'économie, pas pour faire rouler l'économie l'an prochain, mais pour que l'économie soit en bien meilleure santé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Là, c'est dans une logique comme celle-là, le développement vert s'impose presque naturellement parce qu'on sait qu'on est dans un monde où il va falloir quitter le pétrole. Voilà. Et donc, pour les... Il y a une conjoncture, là. On le sait qu'il y a quand même un lien à différents niveaux entre la crise écologique, la déforestation, l'utilisation des espaces sauvages et l'origine de ce genre de pandémie qui viennent des animaux. On le sait qu'il y a un lien quelque part avec les modes de production. Il est un peu, mais il est indirect parce que la crise, il y a des liens, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une crise écologique. Pourquoi ne pas profiter de cette crise économique pour essayer de régler les deux crises en même temps? On peut se dire ça, c'est la question, est-ce que la population pense ça et est-ce que les gouvernements qui écoutent la population vont le faire? Et je crois pas que le choc environnemental a été assez grand pour... mais cela dit, comme le gouvernement peut faire des choix, c'est un moment magique pour faire des choix qui vont plus dans ce sens-là. Ça donne le REM, ça donne le tramway Québec s'il voit le jour. Donc, ça donne des infrastructures, mais est-ce que ça va vraiment aider les groupes de la population qui ont été les plus abîmés par la pandémie? Non. Ça supposerait, pour aider ces gens-là, je pense aux jeunes, par exemple, dont l'insertion au marché du travail va être plus difficile à cause de ce qui se passe dans les écoles, dans les cégeps et tout ça. Est-ce qu'il faudrait pas aider ces jeunes-là par des programmes précis? Ça demande à ce moment-là des programmes bien plus en formation, éducation, accompagnement. C'est des ressources humaines. Aussi aider des gens dans les secteurs fragiles à apprendre ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer, pour gagner de la mobilité. Et l'autre, ça c'est un bloc. Il y a celui des investissements verts. Puis le troisième, c'est celui qui est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la numérisation, l'intelligence artificielle, donc d'accompagner tous les secteurs vers une modernisation de leurs activités. Là, on aurait, avec tout ça,
une économie qui serait beaucoup plus solide et qu'on aurait relancé sur un mode qui n'est pas le mode classique. Ah, d'accord. Donc, ça va demander au gouvernement d'avoir des interventions vraiment bien pensées et assez ciblées. Exactement. Dans les prochaines années. Et l'argent est là, les fonds publics, on en a donné beaucoup aux individus, aux entreprises. Est-ce qu'on aura une crise des finances publiques? Certainement. Qui va, paradoxalement, inciter les gouvernements à réduire les programmes sociaux? C'est un risque. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ces déficits-là? Mais ce qu'on découvre, c'est que le seuil de tolérance à la dette et au déficit s'est élevé beaucoup depuis un an et que des gens qui étaient auparavant des intraitables, des partisans du déficit zéro à tout prix, ont changé d'idée. Et que, à cause aussi du climat économique qui est très différent, les taux d'intérêt sont bas, qu'on voit la dette moins comme une menace qu'on pouvait l'avoir il y a 10 ans. Voilà. Donc, ça crée un climat aussi qui peut permettre à des gouvernements d'investir beaucoup dans l'avenir sans être terrorisés par les conséquences sur le déficit et sur la dette. Ouais. Donc, de ce côté-là, il y a une conjoncture idéologique et financière qui est pas mauvaise. Et c'est le cas au Québec, c'est le cas au Canada, c'est le cas aux États-Unis aussi avec l'administration Biden, et c'est le cas dans d'autres, parce que c'est le discours qu'on entend d'économistes des grands organismes internationaux qui, étonnamment, tout à coup ont ce discours de « oui, c'est important de financer des programmes sociaux, par exemple, et d'aider les populations vulnérables ». Ça, nous, on l'avait déjà fait, le Canada, et on n'est pas les États-Unis. Mais oui, les États-Unis qui ont souffert beaucoup de la crise du COVID, puis qui ont vu les injustices de cette pandémie d'une façon qui était beaucoup plus marquée que ce que nous, on a connu, découvrent les vertus de l'État. Ce qui n'était pas toujours le cas pour un grand nombre d'Américains. Voilà. Ben écoutez, on verra comment l'avenir. Vous êtes optimiste aussi, Sarah, hein, votre entreprise, je pense. Je suis restée optimiste depuis le début. Je me suis dit que tout peut devenir une opportunité si on s'en sert bien. Donc, oui, je risque d'être là pour un bon bout. Voilà. Ben écoutez, on espère que vos prédictions vont se réaliser tous les deux. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci de cette conversation. Le 5e et dernier épisode de la série Bouleversement traitera de la culture. Parce que vous le savez, bien sûr, pour les artistes et pour les artisans du milieu culturel, la COVID a été absolument catastrophique. C'est vrai des techniciens, c'est vrai des comédiens, par exemple. Cette pandémie, elle a mis en lumière la fragilité des modèles d'affaires, mais aussi la précarité financière des individus. Alors, qu'est-ce qui aura changé? Est-ce que les façons de créer, mais aussi les façons d'accéder à la culture auront été modifiées par la pandémie de la COVID? Alors, voilà, pour en discuter, deux personnes, comme toujours. D'abord, la journaliste Odile Tremblay, qui a suivi dans le journal Le Devoir les péripéties, les soubresauts, les angoisses du milieu culturel depuis un an. Elle en discutera avec Jean-Philippe Joubert, qui est directeur général des Gros Becs, ce centre de diffusion du théâtre jeunesse situé à Québec. Alors, à bientôt!